Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Après la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats rentrent du front avec le visage détruit par les éclats d'obus. On les appelle les gueules cassées. La chirurgie réparatrice en est à ses débuts et pour les yeux perdus, un nouveau métier prend de l'importance, celui d'oculariste. À cette époque, les prothèses oculaires sont en verre, souvent importées d'Allemagne. Mais dès 1918, la France développe sa propre filière et des ateliers sont installés dans les hôpitaux militaires. Les ocularistes y travaillent au plus près des blessés, peignant à la main chaque iris pour redonner au visage un regard aussi naturel que possible. Ces prothèses ne redonnent pas la vue, mais elles permettent aux soldats de retrouver une apparence plus familière, de sortir, de croiser à nouveau les regards, sans détourner ceux des autres. C'est là, au cœur du chaos, que naît vraiment l'ocularisterie moderne. Nous retrouvons Madame Josefa Villanova pour la fin de cet épisode consacré aux prothèses oculaires. J'ai une question pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait juste avant. On a parlé en off du fait que, effectivement, vous êtes peu de prothésistes en France, qu'il y a certes peu de patients, mais comme vous êtes peu, finalement, il y a de longs temps d'attente pour avoir un rendez-vous. Vous vous adaptez visiblement, vous commencez à adapter au bout de 3 semaines, 1 mois, les patients. Donc ça veut dire que vous êtes probablement intégré au process dès avant la chirurgie, ou est-ce que vous devez avoir une disponibilité ouverte à 3 semaines, 1 mois? C'est vrai qu'en général, très souvent, on va dire quand un patient risque de se faire éviscérer et nucléer, on leur conseille souvent, de venir nous rencontrer avant. Comme ça, c'est aussi, on va dire, un soutien psychologique de voir, pour eux, de voir à quoi s'attendre, comment ça fonctionne. On leur montre même, l'atelier de fabrication. En fait, de se sentir, on va dire, qu'il y a un suivi derrière et de plus, on fait aussi maintenant des conformateurs, c'est suite à une éviscération, une épilation, on place un conformateur transparent pour conserver les cul-de-sac et maintenant on fait des conformateurs colorés. C'est-à-dire que, la même taille que les conformateurs standards, transparents, on met un blanc de l'œil et on met une couleur au centre. Ce qui permet aux patients d'avoir déjà un petit pendant même si que pour 1 mois de cicatrisation, déjà ça de se réveiller en ayant quelque chose, ça aide beaucoup et dans ce cas-là, on voit le patient avant. Donc par la suite, quand on connaît la date de l'intervention, on essaie de faire en sorte que la prothèse provisoire, les rendez-vous soient vraiment rapprochés pour qu'au plus vite, il ait une prothèse provisoire. C'est ça qu'on fonctionne. Après pour des prothèses de renouvellement, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps, mais le patient a une prothèse, il est bien avec, il est pas à ça près, ce qui est normal. Mais dans le cas, voilà, bien sûr, on s'organise même en fait, on a des urgences tout simplement, tous les jours, on peut dire: «Ah, il y a tel patient qui va se faire opérer». Nous, on va faire en sorte vraiment de répondre à la demande, d'être, pas le laisser, comme ça. Comment on doit faire pour prescrire une prothèse? En fait, nos prothèses, nous avons une nomenclature où il y a plusieurs codes, de sécurité sociale. En général, quand un patient doit refaire sa prothèse, souvent l'oculariste, normalement, donne un petit code aussi. On accompagne souvent du petit code parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais souvent, même rien que sur une ordonnance, si un patient a déjà une prothèse oculaire et que vous le recevez en consultation, rien que sur une ordonnance basique avec écrit «renouvellement de prothèse oculaire», c'est bon. C'est bon pour nous. Après, suite à une intervention, il vaut mieux que ce soit sur un CERFA de grand appareillage qui peuvent aussi se télécharger en ligne et heu et là, il vaut mieux, avoir les codes. Après, on peut voir, comment, transmettre. C'est les mêmes codes, depuis toujours, hein et pourtant il y a qu'une référence souvent, mais à part il y a la référence pour la provisoire, pour la définitive et pour, le renouvellement standard et après il y a aussi il y a aussi les mêmes codes pour la verre sclérale. Donc c'est vrai que c'est pas évident de savoir, mais à titre informatif, même si vous notez simplement renouvellement de prothèse oculaire sur une ordonnance, standard, ça fonctionne aussi. Comment il faut entretenir les prothèses? Du coup, le patient, comment il doit l'entretenir chez lui et comment, quand est-ce qu'il doit passer pour la faire polir, je crois, de temps en temps? Voilà. Alors, ce qu'on préconise, avant tout, c'est un nettoyage au sérum physiologique 2 fois par jour. C'est parce que enfin, il y a quand même pas mal de sécrétions en général avec une prothèse oculaire. Donc c'est vrai que matin et soir, sérum physiologique, c'est l'idéal. Après, ça va dépendre, du patient, parce qu'il y en a qui ne le font pas forcément ou le font au besoin, mais qui viennent tous les 6 mois faire le polissage. Le polissage,
c'est en fait justement les sécrétions, les petits dépôts qui se font. Nous, on va venir retirer la prothèse, ça crée des petits cristaux, vous voyez, les sécrétions, ça sèche sur la prothèse, ça la dépolit. Nous, on vient la repolir, on vient vraiment nettoyer à l'intérieur tout ça, et tous les 6 mois, il faut leur conseiller de venir polir la prothèse. Et pour le verre scléral, par contre, ça nécessite de retirer le verre scléral, de quand même le faire tremper, vraiment le nettoyer quotidiennement. Tout ça, c'est des choses que vous leur apprenez à faire? Tout à fait, on leur apprend, surtout pour le verre scléral. En fait, dès qu'on pose une prothèse oculaire, je préfère toujours, moi, apprendre vraiment aux patients à manipuler. Parce que je leur dis, imaginons une prothèse oculaire, si vous êtes bien avec tout ça, il n'y a pas vraiment le besoin de la retirer, mais quand même, si un jour vous avez une gêne, que vous êtes loin, tout ça, voilà, il faut que vous sachiez le faire. Donc forcément, je leur apprends, dans tous les cas à enlever et remettre la prothèse, et d'autant plus pour le verre scléral, parce que là, c'est obligatoire de l'enlever. On a pareil aussi, hein, sur des yeux avec de la tension, des cornées, très sensibles. Donc si on reste plusieurs jours avec un verre scléral sans retirer, ça peut être très compliqué. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas pouvoir du tout adapter, les patients? Oui, justement dans des cas, avec des yeux hypotones, hein, souvent avec beaucoup de on essaie, hein. Puis on voit aujourd'hui, il y a quand même, beaucoup de patients qui c'est difficile pour eux de passer le cap de l'éviscération, de l'énucléation, donc on essaie, dans un premier temps, on essaie vraiment de faire une adaptation de verre scléral, mais rien qu'à l'empreinte. Après, quand ils mettent, 15 jours, 1 mois à se remettre de l'empreinte, tout ça, obligé de leur dire que soit on peut les accompagner, leur présenter ce qui est possible, ce qu'est vraiment l'éviscération, les bons résultats que l'on peut avoir, la tranquillité. En fait, on va essayer de trouver la solution qui correspond le plus aux patients. Mais ça reste leur choix. Donc, il y a quelques cas où le patient abandonne tout simplement, se dit: «Non, mais je veux garder mon œil, même si c'est pas possible». Et il vous arrive de réaliser des prothèses originales, notamment pour les enfants? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, maintenant, on se met à réaliser des prothèses, un peu de fantaisie, comme on les appelle, parce que justement, heu, on a remarqué que, on était souvent confrontés, par exemple chez des enfants ou, enfin souvent, de plus en plus, à des personnes qui avaient du mal à s'accepter avec une prothèse oculaire, même une couleur identique à leur autre œil, à l'œil valide. Parce qu'ils se disent: «Mais on voit pas en fait, maintenant ça se voit plus, on se rend pas compte de ce que j'ai eu». Il y a certains patients qui ont du mal avec ça et ça a commencé il y a une petite patiente qui avait donc, qui a subi une éviscération, suite à une énucléation, suite à un rétinoblastome et en appareillant vraiment, à ses 3 ans, 3-4 ans, elle retirait tout le temps sa prothèse. Elle retirait sa prothèse, tout ça, elle ne supportait pas de la porter. Sauf que chez les enfants, si l'enfant ne veut plus porter sa prothèse, ça peut être irréversible. Si on ne porte pas de prothèse pendant plus de 3-4 mois et que l'enfant grandit, les cul-de-sac ne vont pas se développer, donc ça peut être irréversible, par la suite. Et elle nous disait: «Mais j'aimerais bien une couleur différente, tout ça, ça permettrait d'être, ma force, d'être différent». Et puis au fur et à mesure de discussions avec les parents, tout ça, je me suis dit: «Beh, pourquoi pas?» Donc on avait fait des petits détails un peu roses dans sa couleur, par exemple et puis au fur et à mesure, elle demandait, encore plus, encore plus et au final, elle s'accepte essentiellement comme ça et d'avoir partagé un peu, de montrer que c'est possible en soi parce qu'on fait quelque chose qui est pour eux, en soi, qui est pour eux, et qui comme je disais, on cherche une solution qui leur convient. La meilleure façon pour eux de s'accepter, si c'est d'avoir une couleur différente et d'être heureux comme ça, on peut le faire. Vous parliez au début de l'enregistrement vous faites aussi des prothèses nasales et des prothèses d'oreilles externes. Est-ce qu'il vous arrive, ça me fait penser un peu notamment aux gueules cassées, aux gens qui peuvent avoir des traumatismes suite à des conflits, des guerres, des choses comme ça, ou des traumatismes complexes de la face. Il vous arrive de faire des prothèses comme ça très complexes qui englobent un petit peu l'oreille, l'œil et le nez? Ah tout à fait. Surtout que, en fait, il y a, on va dire, avec les hôpitaux de Paris, un service mis en place où, avec les ambassades, tout ça, les patients, les blessés de guerre, par exemple d'Ukraine, tout ça, sont envoyés, pour, tant de jours, tout ça. On voit avec eux pour justement appareiller les patients et c'est vrai que là,
ce n'est pas, le même travail qu'une exentération, qu'on peut rencontrer, chez nous, entre autres. Parce que là, c'est vraiment, par exemple, double prothèse oculaire, avec, justement reconstruction de l'oreille, du nez, une partie de la joue, c'est C'est plus de travail, j'imagine. tout à fait. Mais oui, on en a quand même pas mal, hein. Et ça, vous arrivez à des bons résultats aussi, esthétiquement? Après oui, c'est souvent, on va dire que des bons résultats, c'est déjà beaucoup mieux, mais après c'est sûr que c'est pas non plus invisible, mais ça leur change quand même beaucoup la vie J'imagine. parce que c'est sûr qu'ils ont perdu leur visage. C'est plus comme avant, mais ça les aide quand même à, sortir et être confiants et avoir moins peur du jugement. Passons maintenant aux questions du patient. Ce sont des questions qu'on entend souvent en consultation. Oui, Josépha, quand le patient nous demande, «Est-ce que je dois enlever ma prothèse tous les soirs?» Si ce patient porte une prothèse oculaire suite à une chirurgie, il n'a pas besoin d'enlever tous les soirs, à part s'il ressent une gêne ou un besoin particulier de nettoyer sa prothèse, voilà. Mais s'il le sent bien avec, simplement un rinçage au sérum physiologique par-dessus la prothèse va suffire. Mais dans le cas où il y a un globe oculaire, il est conseillé de l'enlever au moins une fois, au moins pour la nuit ou tous les 2 jours. Et de votre côté, quelle serait, la question que vous entendez souvent quand vous recevez des patients? La question Honnêtement, la question que j'entends le plus venant des patients, c'est: «Est-ce que vous savez si l'œil bionique va arriver?» C'est la question, suivante, quasiment, puisque, il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir, dans les prothèses oculaires et de votre métier, d'oculariste? Nous, dans notre métier d'oculariste, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, dans l'avenir, pouvoir céder des nouvelles technologies. Parce que c'est vrai qu'après, il y aura toujours cette petite patte, artistique, parce que quand même l'adaptation sur le patient, un centrage, tout ça, ça peut pas être fixe. Comme on entend un centrage et des centrages, chaque regard est unique. Mais c'est vrai que rien que pour la fabrication, tout ça, on aimerait beaucoup, céder des nouvelles technologies. On y travaille petit à petit, heu, mais après voilà, ce qui est de l'œil bionique, on va dire que pour nous, on n'a pas tellement l'impression nous n'avons pas l'impression que ça pourra, on va dire que ce soit la prothèse qui pourra, en quelque sorte, faire fonctionner, le nerf optique et même la rétine. En fait, c'est vrai que, enfin ça, je sais même pas si en soi je peux dire ça, hein, parce que mais c'est vrai que souvent, on pense justement que la prothèse va se développer et qu'on va rendre la vue avec nos prothèses. Et c'est vrai que nous, je veux dire avant tout, on compte, je pense plus sur justement la chirurgie avant justement la prothèse. Donc c'est pour ça qu'à la fois je me verrais pas dire que, j'espère que l'œil bionique, arrivera parce qu'aujourd'hui, quand je suis face à des patients qui me disent: «Je veux pas me faire éviscérer parce que, je suis sûre qu'on va me reconnecter la vision là, d'ici, 1 ou 2 ans, voilà, je suis sûre, voilà». Moi je leur dis: «Bon, bah, on peut tenter». Comme des imprimantes 3D qui pourraient, Alors les imprimantes 3D, oui, on peut s'en servir. En fait, pour les procédés de fabrication, pour un peu plus de précision dans les couleurs, tout ça, on aimerait, s'en aider. Puis on essaie de travailler avec petit à petit, c'est pas encore au point, mais on essaie nous de trouver des techniques, de gagner encore plus de réalisme, tout ça et puis dans les temps les délais de réduire les délais de fabrication également. Heu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même de mettre une caméra, de mettre des matériaux particuliers, ce serait, assez, délicat parce qu'il faut aussi que ce soit toléré, hein, pour la cavité. Parce qu'aujourd'hui, la résine, même on a des temps rien que pour une prothèse oculaire, on a des temps de cuisson imposés. Parce que si on ne respecte pas ces temps, la cavité peut, justement s'enflammer, peut faire des réactions, incompréhensibles suite à, justement, une mauvaise matière. Donc aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était en verre. Déjà, on a beaucoup évolué, maintenant c'est interdit de faire en Fran de faire des prothèses, l'œil de verre, soit n'existe plus. Et c'est vrai que souvent, il y a des patients qui me disent: «Mais, si la prothèse ne fonctionne pas, je vais avoir un œil de verre». Et c'est là, on leur dit: «Mais l'œil de verre et la prothèse». Simplement, ça a évolué. Parce que souvent aussi, on pense que c'est une bille, la prothèse. C'est, on vous l'a déjà dit également, mais on pense qu'il y a une bille comme dans les films, une bille toute ronde en verre. Mais non.
Merci beaucoup, Josépha, d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Ophtalmo. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre métier et votre professionnalisme. C'était passionnant. Ouais, merci à vous aussi. Merci beaucoup, Josépha. Pour les gens qui s'intéressent à votre métier et qui veulent finalement voir les process de fabrication et certaines prothèses, je les invite à se connecter à vos réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, sur lesquels on peut voir faire des prothèses un peu originales et puis certaines étapes de fabrication. Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.